Le village de St. Ambrose-on-the-Hill profitait d'une de ces matinées qui semblaient conçues pour rassurer ses habitants sur le fait que rien de vraiment terrible ne pouvait arriver avant le déjeuner. L'horloge de l'église venait de sonner 10 heures, la dernière note flottant doucement au-dessus des haies et des toits de tuiles, lorsque Madame Eliza Grant ne se présenta pas à sa table pour le petit déjeuner. Ceci, en soi, était déjà perturbant. À l'intérieur de la maison des Grant, une demeure respectable et symétrique située sur Hawthorne Lane, Madame Eliza Grant gisait immobile au pied de l'escalier étroit, une pantoufle soigneusement tournée sur le côté, la main posée contre la rampe comme si elle s'était arrêtée là pour réfléchir, puis avait changé d'avis. La position était presque ordonnée. Ce qui dérangeait le regard, ce n'était pas le corps, mais l'expression. Un léger regard de surprise, rapidement transformé en quelque chose de plus calme, de plus acceptable, comme si même la mort ne devait pas faire de scène. Mademoiselle Marple, assise dans son fauteuil près de la fenêtre de Rose Cottage, n'avait pas encore entendu cela. Elle comptait les mailles d'un tricot bleu pâle et se disait que le gel était arrivé une semaine plus tard que d'habitude. Les gens étaient toujours les mêmes, pensait-elle, toujours en retard pour ce qui était inévitable depuis le début. Dehors, le village poursuivait ses rituels matinaux. Madame Parker, 2 maisons plus loin, s'arrêta pour réarranger les fleurs qu'elle avait déjà disposées. Le facteur siffla. Au coin de la rue, le jeune Simon Reeves faillit entrer en collision avec le révérend Hartley, tous deux s'excusant abondamment sans le penser vraiment. À 10h15, l'absence de Madame Grant commença à inquiéter le personnel de maison. Madame Wilcox, qui travaillait pour Madame Grant depuis 7 ans et savait précisément combien de temps une personne pouvait raisonnablement rester au lit avec un mal de tête, se tenait dans la cuisine, les mains enfoncées dans son tablier, écoutant la bouilloire siffler puis s'arrêter. C'est à 10h21 qu'elle monta les escaliers. Le bruit qui suivit, aigu, bref et étranglé, suffit à faire fuir le chat du couloir et à faire reculer Madame Wilcox elle-même, comme si la maison était devenue hostile. À 10h30, les fils téléphoniques transmettaient sur la nouvelle en boucles ordonnées. À 10h45, St. Ambrose-on-the-Hill était réveillé d'une manière différente. Mademoiselle Marple apprit la nouvelle par Madame Bantry, qui arriva essoufflée et les joues roses, après avoir marché beaucoup plus vite qu'il n'était raisonnable pour une femme de son âge. « Ma chère Jane, dit-elle en s'affalant sans y être invitée dans le fauteuil en face d'elle, il s'est passé quelque chose chez les Grant. » Mademoiselle Marple leva les yeux doucement. « Il se passe toujours quelque chose quelque part, ma chère, voulez-vous douter ? » « Un décès, dit Madame Bantry en baissant instinctivement la voix. Eliza Grant, au bas de son escalier. Les aiguillets de Mademoiselle Marple s'arrêtèrent pendant une fraction de seconde. « Comme c'est gênant, dit-elle. Pauvre femme, elle devait accueillir la réunion des comtes de la paroisse demain. C'est justement ça, continua Madame Bantry avec empressement. Elle allait très bien hier, elle était vive comme l'éclair, et la façon dont ils disent qu'elle était allongée, si arrangée. Les gens ont l'habitude de s'arranger, dit doucement Mademoiselle Marple, surtout ceux qui ont passé leur vie à faire ce qu'on attendait d'eux. Madame Bantry fronça les sourcils. Vous ne pensez pas... Je ne pense encore rien du tout, répondit Mademoiselle Marple. Il ne faut jamais penser avant le thé. Le motif apparut pour la première fois sans commentaire, lorsque Mademoiselle Marple baissa les yeux vers son tricot. Elle avait fait une erreur plusieurs rangs plus haut, rien, d'évident, rien qu'un œil distrait aurait pu remarquer. Une maille avait été croisée là où elle n'aurait pas dû l'être, tout à fait acceptable. Et pourtant, une fois remarqué, impossible de ne plus le voir. À midi, la police était arrivée de Market Ashcombe. L'inspecteur Caldwell, un homme compétent qui préférait les explications claires, se tenait dans le couloir des Grant et examinait l'escalier avec un détachement professionnel. « Une chute accidentelle, dit-il au sergent Mills. Ces marche-baies sont étroites. Elle n'était plus toute jeune. Et l'expression ? Osa Mills. Le choc, répondit Caldwell sans hésiter. Les gens ont l'air surpris quand ils tombent. Le médecin était d'accord. L'escalier était d'accord. Même la rampe semblait d'accord, polie par des décennies d'utilisation attentive. Ce qui n'avait troublé personne au début, c'était le sac à main de Madame Grant, posé soigneusement sur la table du hall, contenant son porte-monnaie, ses clés et ses lunettes. Elle n'était pas sur le point de sortir. Elle n'était pas distraite. Elle était exactement là où elle voulait être. En début d'après-midi, le village s'était mis au travail. Madame Parker dit à Madame Ellis qu'elle avait toujours trouvé Madame Grant solitaire et que la solitude avait des effets néfastes sur l'équilibre. Madame Ellis dit à Madame Kettering que les marches avaient été trop bien polies,
presque dangereusement. Madame Kettering acquiesça gravement et ajouta qu'elle avait elle-même glissé une fois, mais qu'elle n'en avait rien dit à l'époque. Chez le boucher, un homme fit remarquer que Madame Grant s'était disputée avec son neveu la semaine précédente. Chez le marchand de fruits et légumes, quelqu'un d'autre se souvint que le neveu était parti précipitamment. « L'argent », dit une voix. « Le caractère », dit une autre. « Le chagrin », dit une troisième, plus réfléchie. Mademoiselle Marple écoutait. Elle écoutait à la poste où Mademoiselle Webb se pencha par-dessus le comptoir et baissa la voix, bien qu'il n'y ait personne à portée de voix. Elle écoutait sur la pelouse du presbytère où le révérend Hartley parlait d'accidents tragiques et des voies mystérieuses de la Providence. Elle écoutait les gens parler non pas de ce qu'ils avaient revu, mais de ce qui leur permettait d'accepter facilement cette histoire. C'est précisément à 3 heures qu'elle rencontra monsieur. Leonard Grant, le neveu en question, debout, très droit, devant le portail de la maison de sa tante, son chapeau tenu soigneusement à 2 mains. « Je l'aimais beaucoup, » dit-il sans s'adresser à personne en particulier. « Nous avions nos différends, bien sûr. » Bien sûr, pensa mademoiselle Marple. Les différends étaient la deuxième chose la plus courante dans le village. L'inspecteur Caldwell s'approcha, son carnet à la main, et posa les questions nécessaires. M. Grant y répondit poliment, d'une voix calme, les yeux fixés, quelque part au-delà de l'épaule de l'inspecteur. « Vous n'étiez pas dans la maison ce matin ? » ?»« Non. Vous vous êtes disputé récemment. Nous étions en désaccord. À propos d'argent ?» M. Grant sourit faiblement. « À propos de principes. » L'inspecteur Caldwell prit note. Les principes n'étaient vraiment pas quelque chose pour lequel il pouvait arrêter quelqu'un. Mademoiselle Marple observa l'échange depuis sa position près des hortensias. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas ce qui était dit, mais le moment juste après, lorsque monsieur Grant, se croyant inobservé, plongea la main dans sa poche et toucha quelque chose, brièvement, comme pour se rassurer. Ce n'était pas des clés, ce n'était pas des pièces de monnaie, quelque chose de petit. Plus tard, dans le calme de son salon, mademoiselle Marple posa son tricot et croisa les mains. Une chute pouvait être un accident. Un désaccord pouvait être anodin. Une surprise pouvait n'être rien de plus que la gravité qui s'imposait. Et pourtant, il y avait des mensonges qui criaient et des mensonges qui murmuraient, des mensonges qui exigèrent d'être crus et des mensonges qui demandèrent simplement de ne pas être remis en question. Les plus dangereux, mademoiselle Marple le savait, étaient ceux qui étaient parfaitement acceptables. Dehors, l'horloge de l'église commença à sonner 4 heures. Le premier coup de 4 heures sonna plutôt sévèrement, comme si l'horloge elle-même désapprouvait la rapidité avec laquelle un village pouvait passer du calme à l'appétit. Mademoiselle Marple ne bougea pas tout de suite. Elle resta assise, immobile, les mains jointes, écoutant l'insistance mesurée des carillons et sentant, sous leur régularité, le léger tremblement de quelque chose qui venait de se déséquilibrer. Lorsque la dernière note s'évanouit, elle se leva, non pas précipitamment, mais avec la prudence d'une femme âgée qui avait appris que la précipitation n'améliorait que rarement les choses. Elle se dirigea vers la cheminée et redressa légèrement la petite bergère en porcelaine que le spaniel de Madame Bantry avait un jour renversée. Ce geste était insignifiant, domestique, presque absurdement normal. Puis elle sonna pour demander du thé. Madame Wiggins, qui était moins une domestique qu'une extension de Rose Cottage, entra avec la théière et le visage plein de nouvelles qu'elle était déterminée à livrer, comme si elle ne faisait que mentionner la météo. « Tout le monde en parle, mademoiselle, » dit-elle en posant les tasses. « Et l'inspecteur Caldwell est de retour à la maison. On dit qu'il prend l'affaire très au sérieux maintenant. » « Il ne la prenait pas au sérieux avant ?» demanda mademoiselle Marple d'un ton doux. Madame Wiggins hésita. « Eh bien, au sérieux, oui. Mais avec une certaine assurance, si vous voyez ce que je veux dire. Comme quand le vicaire dit qu'il vous pardonne, mais que vous voyez bien qu'il ne veut pas entendre la suite. » Mademoiselle Marple versa le thé. « Et qu'est-ce qui l'a rendu moins sûre ?» Madame Wiggins se pencha en avant. Le docteur Llewellyn est revenu. C'était suffisamment inattendu pour que mademoiselle Marple s'arrête, le pot de lait suspendu au-dessus de la tasse. Le docteur Llewellyn revenait rarement sur ses conclusions une fois qu'il avait donné son avis. Il aimait que les faits soient clairs et que ses après-midi ne soient pas interrompus. Il a dit qu'il devait réexaminer l'affaire, poursuivit madame Wiggins les yeux brillants. Il a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mademoiselle Marple posa le pot de lait. Étrange est un mot qui recouvre beaucoup de choses. Il n'a pas voulu dire quoi, admit madame Wiggins déçue. Mais madame Wilcox a dit à la nièce de la cousine de madame Parker
celle qui travaille à la poste de Market Ashcombe, qu'il y avait une marque, ici. Elle désigna son poignet comme pour montrer une ecchymose. Le visage de mademoiselle Marple resta serein. Les gens ont des ecchymoses quand ils tombent. Oui, mademoiselle, mais... Madame Wiggins baissa la voix, savourant la forme de ce qu'elle s'apprêtait à dire. Ils disent que ce n'était peut-être pas une chute. Voilà, le fruit préféré du village. Une explication simple avec un côté tranchant. Mademoiselle Marple but une gorgée de thé et pensa à la rapidité avec laquelle les gens se raccrochèrent à l'histoire la plus confortable. Confortable non pas parce qu'elle était gentille, mais parce qu'elle était familière. Les accidents étaient dérangeants, mais le meurtre était délicieusement compréhensible. Il y avait un méchant, il y avait un mobile. Il donnait à chacun un rôle qui n'était pas celui de la victime. Avant que Madame Wiggins ne pût en dire plus, la sonnette retentit. C'était à nouveau Madame Bantry, cette fois-ci avec son chapeau de travers et les joues rougies par l'excitation d'avoir vu juste. « Vous avez entendu » demanda-t-elle avant même d'être entrée. « Jane, ils ont trouvé... Enfin, ils ont trouvé suffisamment d'éléments pour que ce ne soit plus aussi simple. » Mademoiselle Marple lui offrit une chaise. Rien ne l'aide jamais en réalité. Madame Bantry accepta le thé sans remercier. L'inspecteur Caldwell dit qu'il y avait une pression sur son poignet. Ce n'est pas une ecchymose due à une chute. Cela ressemble plutôt à une empreinte. « Et cela change tout, » murmura mademoiselle Marple. « Cela change tout, » dit madame Bantry d'un ton triomphant. « Parce que si elle a été poussée, Jane, si elle n'a pas été poussée, alors quelqu'un dans cette maison ce matin n'a pas dit la vérité. » Mademoiselle Marple baissa les yeux vers son panier à tricot. L'ouvrage bleu pâle était là où elle l'avait laissé, et la maille erronée semblait presque briller de suffisance. Une erreur pouvait rester cachée pendant un certain temps, si le motif était assez joli. « Qui était dans la maison ?» demanda-t-elle. « Madame Wilcox, bien sûr. Et cette fille, comment s'appelle-t-elle ?»« Sally. » Madame Bantry fit un geste de la main. Mais elle n'arrive que plus tard. Madame Wilcox l'a trouvée, puis le docteur Llewellyn, puis tous les autres. Et ensuite, Leonard Grant est arrivé, tel un portrait du chagrin. « Un portrait » répéta doucement mademoiselle Marple. Madame Bantry cligna des yeux. « Eh bien, vous voyez ce que je veux dire. Beau, respectueux, très posé. Le sang-froid n'est pas toujours synonyme d'innocence, » dit mademoiselle Marple. Madame Bantry se pencha en avant, ravie par cette pointe d'ironie. « C'est ce que j'ai dit. J'ai dit à Arthur, il m'a répondu que je ne devais pas semer le doute, mais quelqu'un doit le faire. J'ai entendu dire que Léonard avait un caractère épouvantable avec elle. Et l'argent, elle avait de l'argent, Jane, et elle menaçait toujours de changer son testament. » Mademoiselle Marple ne répondit pas tout de suite. Elle pensait au sac à main posé sur la table du hall, aux lunettes rangées soigneusement, à la femme qui était exactement là où elle avait prévu d'être. Un corps poussé était une chose, un corps préparé en était une autre. « Savez-vous, dit-elle enfin, si Madame Grant avait prévu d'aller quelque part ce matin ?» Madame Bantry fronça les sourcils. « Aller quelque part ? Je ne vois pas pourquoi elle l'aurait fait. Elle était chez elle. »« Ce n'est pas tout à fait la même chose, » fit remarquer mademoiselle Marple. Madame Bantry semblait impatiente. « L'inspecteur Caldwell va régler ça. Il interroge déjà Léonard à nouveau. »« C'est pratique, » dit mademoiselle Marple. Madame Bantry s'illumina. « Oui, n'est-ce pas ? Un suspect évident. C'est presque un soulagement. » Les yeux de mademoiselle Marple rencontrèrent les siens, doux mais inflexibles. « C'est précisément parce que c'est un soulagement qu'il faut être prudent. » Madame Bantry hésita, comme si quelque chose dans le ton de mademoiselle Marple avait ébranlé sa certitude et l'avait trouvée fragile. « Vous pensez vraiment que cela pourrait être quelqu'un d'autre ? » « Je pense, dit mademoiselle Marple, que les gens choisissent souvent l'histoire qui leur permet de retourner à leurs occupations. Et Saint-Ambrose avait des tâches à accomplir. Il fallait organiser le souper de la moisson. Le toit du presbytère fuyait toujours. Les rhododendrons de madame Kettering dépérissèrent de manière des plus répréhensibles. Un meurtre soigné commis par un neveu colérique permettait au village d'être choqué de manière ordonnée, puis de revenir à la routine réconfortante de la désapprobation. Plus tard dans l'après-midi, mademoiselle Marple sortit. Elle ne se rendit pas à Hawthorne Lane, du moins pas dans un premier temps. Elle fit un long détour, passa devant le parc où les enfants étaient étrangement calmes, devant la petite boulangerie où les pains semblaient soudain trop innocents, et entra dans la ruelle derrière l'église où elle savait qu'elle trouverait mademoiselle Webb sortant du bureau de poste, les lèvres pincées, l'esprit occupé et les mains vides. « Chère mademoiselle Marple !» s'exclama mademoiselle Webb, à la fois ravie et alarmée.
C'est une chose terrible, une chose vraiment terrible. » « Oui, » répondit mademoiselle Marple, « et les choses terribles ont tendance à faire parler les gens. » Mademoiselle Webb rougit. « Eh bien, on ne peut pas vraiment s'en empêcher. C'est tout à fait naturel. Les gens ont peur. Et puis, il y a Monsieur Leonard Grant. »« Est-il effrayé ?» demanda mademoiselle Marple. Mademoiselle Webb cligna des yeux. « Oh, eh bien, il est très calme. C'est ce qui rend la situation si étrange. Soit il est terriblement fort, soit il a de l'expérience, » compléta doucement mademoiselle Marple. Mademoiselle Webb poussa un petit cri, mi-scandalisé, mi-approbateur. L'inspecteur Caldwell a demandé si quelqu'un avait vu madame Grant ce matin avant, et madame Parker a dit qu'elle pensait l'avoir vue à la fenêtre vers 9 heures. Mais madame Parker n'est pas fiable. Elle a déjà insisté pour dire qu'elle avait vu un renard dans le jardin du presbytère alors qu'il s'agissait clairement du chat de monsieur Hartley. « Tout de même, » dit mademoiselle Marple, « elle a peut-être vu quelque chose. » Mademoiselle Webb baissa la voix. « Il y a autre chose. Madame Grant avait posté une lettre. » Les yeux de mademoiselle Marple s'aiguisèrent, mais sa voix resta douce. « Vraiment ? » ?»« Oui, tôt ce matin. C'est madame Wilcox qui me l'a dit. Madame Grant était très pointilleuse sur les lettres. Elle aurait insisté pour la poster elle-même si elle avait été importante. Elle avait tendance à vouloir être vue en train de faire ce qu'il fallait. « Et savez-vous où la lettre était destinée ?» demanda mademoiselle Marple. Mademoiselle Webb hésita, puis se pencha avec la satisfaction coupable d'une personne qui aime tellement les convenances qu'elle ne peut s'empêcher de les enfreindre. Elle était adressée à monsieur Leonard Grant. Mademoiselle Marple eut la très légère impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Donc, dit-elle doucement, elle a posté une lettre à l'homme qui se trouvait dans le village. Mademoiselle Webb acquiesça rapidement, désireuse de se justifier. Peut-être n'était-elle pas destinée à lui ici. Peut-être voulait-elle qu'elle lui parvienne à Londres, où il se rend parfois. Ou peut-être voulait-elle faire passer un message. Madame Grant pouvait être acerbe, aigre comme une épine, assez vive, pensa mademoiselle Marple pour piquer la main même qui la tenait. Alors qu'elle retournait vers Hawthorne Lane, elle se surprit à penser non pas à l'ecchymose sur son poignet, ni même au calme de son neveu, mais à cette lettre, postée, adressée et envoyée comme si la distance était nécessaire. Un mensonge parfaitement acceptable, écrit proprement sur une enveloppe. Et puis, alors qu'elle tournait au coin de la rue et apercevait la maison des Grant devant elle, ses rideaux tirés avec une discrétion de mise, elle remarqua quelque chose de petit au bord de la ruelle, à moitié enfoncé, dans la boue où de nombreux pieds s'étaient précipités. Un fil bleu pâle, si mince qu'il aurait pu passer inaperçu. Mademoiselle Marple se pencha, très prudemment, et le souleva entre deux doigts. Il était de la même teinte que sa propre laine, et pour la première fois de la journée, le masque serein de son visage changea, juste un peu, juste un léger resserrement autour des yeux. Car le village commençait à lui offrir une histoire, et elle voyait déjà où le fil n'avait pas sa place. Mademoiselle Marple se redressa lentement, le fil bleu pâle reposant innocemment contre son gant. C'était une chose absurdement insignifiante pour donner autant d'importance à un moment, et pourtant elle sentait, très distinctement, que le village avait de nouveau changé d'attitude. Elle glissa le fil dans son sac à main avec le même soin qu'elle aurait accordé à une fleur pressée, puis continua vers la maison des Grant sans modifier son rythme. Hawthorne Lane avait adopté le silence, particulier qui suit une calamité que les gens se sentent en endroit d'inspecter. Les rideaux tremblaient, les portes s'ouvraient et se fermaient avec une douceur exagérée. Tout le monde tendait l'oreille pour entendre quelque chose, une dispute, des aveux, des cris, qui justifieraient leur conclusion. L'inspecteur Caldwell sortait justement de la maison lorsque mademoiselle Marple arriva, son carnet sous le bras, l'air calme mais légèrement irrité, comme un homme qui soupçonne que son explication claire est en train de devenir confuse. « Bonjour, mademoiselle Marple, » dit-il poliment. L'expérience lui avait appris que la politesse ne coûtait pas grand-chose et évitait des ennuis par la suite. « Bonjour, inspecteur, » répondit-elle. « J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout, » dit-il, bien que son regard se soit brièvement posé sur la maison derrière lui. « Nous avons presque terminé pour aujourd'hui. »« C'est rassurant, » dit mademoiselle Marple. « C'est toujours réconfortant quand des choses horribles peuvent être terminées. » L'inspecteur Caldwell sourit faiblement. « Tout à fait. » De l'intérieur de la maison parvint un murmure de voix. Monsieur Leonard Grant apparut un instant plus tard, le chapeau à la main une fois de plus, le visage composé en une expression de dignité endurante. Il inclina la tête vers mademoiselle Marple avec une courtoisie solennelle. « Mademoiselle Marple, dit-il, une triste affaire. »
Oui, acquiesça-t-elle. En effet. Il y eut un silence, bref, retenu et chargé de non-dits polis. Mademoiselle Marple remarqua que le regard de M. Grant glissa brièvement vers son sac à main, puis s'en détourna, comme s'il avait l'habitude de surveiller l'endroit où étaient rangés les petits objets. L'inspecteur Caldwell s'éclaircit la gorge. « Monsieur Grant s'est montré très coopératif. »« J'en suis sûr, » dit mademoiselle Marple. « Nous avons établi, » poursuivit l'inspecteur, « que madame Grant et son neveu avaient eu une dispute hier, après-midi. Ils avaient haussé le ton. »« Vraiment ?» demanda mademoiselle Marple. Monsieur Grant répondit calmement. « Ma tante et moi avons tous deux un caractère bien trempé. Nous avons parlé franchement. Ce n'est pas la même chose que se disputer. »« Les gens préfèrent souvent un mot à un autre, » dit doucement mademoiselle Marple. « Cela change tout dans la façon dont le souvenir s'imprime. » Monsieur Grant sourit faiblement. « Je n'ai rien à cacher. » L'inspecteur Caldwell approuva d'un signe de tête. « Exactement. » Mademoiselle Marple ne contesta pas. Elle tourna plutôt son regard vers l'escalier visible à travers la porte ouverte. Il semblait être, comme d'habitude, étroit, droit, irréprochablement domestique. Et pourtant, il lui semblait maintenant que les marches avaient un léger air d'avoir été répétées. Madame Grant était très attachée à ses habitudes, n'est-ce pas ? Demanda mademoiselle Marple. Oui, répondit M. Grant. Elle accordait beaucoup d'importance à l'ordre. Alors elle n'aurait pas aimé les surprises, continua mademoiselle Marple. Non, acquiesça-t-il. Elle n'aimait pas ça. Mademoiselle Marple reporta son regard sur son visage. Et pourtant, elle semble avoir été surprise. L'expression de M. Grant ne changea pas, mais quelque chose d'autre changea, une hésitation infime, si légère qu'elle aurait pu être imaginaire. L'inspecteur Caldwell ne la remarqua pas. Il observait l'escalier. « Les chutes sont surprenantes, » dit-il d'un ton vif. « En effet, » répondit mademoiselle Marple, « mais certaines surprises sont choisies, et d'autres sont imposées. » Les doigts de M. Grant se resserrèrent légèrement autour du bord de son chapeau. L'inspecteur Caldwell ferma son carnet. « Eh bien, mademoiselle Marple, à moins que vous n'ayez quelque chose de précis... »« Seulement de la curiosité, » dit-elle. « Un défaut de mon âge. » Elle inclina la tête et s'éloigna, laissant les deux hommes soulagés par son départ, sans qu'aucun d'eux ne puisse expliquer « Pourquoi ?» Mademoiselle Marple ne s'éloigna pas beaucoup. Elle traversa la ruelle et s'arrêta près du muret en pierre en face de la maison, où madame Parker s'était postée sous prétexte d'attacher son lacet. « Quel choc !» murmura madame Parker sans lever les yeux. « Oui, » dit mademoiselle Marple. « Les chocs révèlent souvent des choses. » Madame Parker renifla. « Si vous voulez mon avis, c'était ce neveu, toujours trop lisse. Il a l'air de quelqu'un qui planifie. »« Planifie quoi ?» demanda mademoiselle Marple. Madame Parker hésita. « Eh bien, quelque chose. » Mademoiselle Marple sourit gentiment. « C'est plus facile quand ce quelque chose a une forme. » Madame Parker se redressa. « Il voulait de l'argent. Tout le monde le sait. Elle allait changer son testament. »« Vraiment ?» demanda mademoiselle Marple d'un ton doux. Madame Parker cligna des yeux. « Eh bien, elle a dit des choses. Elle aimait mettre les gens mal à l'aise. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Certaines personnes aiment ça. En s'éloignant, mademoiselle Marple se dit que le malaise était un outil utile. Il déliait les langues. Il encourageait le mouvement. Il rendait les gens imprudents. » Elle trouva madame Wilcox dans la cuisine des Grant assise très droite à table, devant une tasse de thé intacte. Ses mains étaient interjointes comme pour prier. « J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous rendre visite, » dit doucement mademoiselle Marple. Madame Wilcox sursauta. « Oh, mademoiselle Marple. »« Non, mademoiselle. Je veux dire, bien sûr que non. »« Cela a dû être terrible pour vous, » dit mademoiselle Marple, « la trouver dans cet état. » Les yeux de madame Wilcox se remplirent instantanément de larmes. Elle était toujours si prudente. Elle me disait toujours « Wilcox, fais attention au vernis sur les escaliers. » Et puis... « Oui, » dit mademoiselle Marple. « Les escaliers. » Madame Wilcox déglutit. « Je les nettoie de la même manière depuis des années. »« Les avez-vous nettoyés ce matin ?» demanda mademoiselle Marple. « Non, » répondis-je. « Rapidement, madame Wilcox. »« Pas encore. Madame Grant n'aimait pas qu'ils soient nettoyés avant le petit déjeuner. »« Bien sûr, » murmura mademoiselle Marple. « Et ce matin, y avait-il quelque chose qui n'était pas à sa place ?» Madame Wilcox hésita. Son sac était prêt, sur la table. « Prêt pour quoi ?» demanda mademoiselle Marple. Madame Wilcox fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Elle ne sortait pas. Elle m'avait dit qu'elle avait des lettres à écrire. »« Des lettres ?» répéta mademoiselle Marple. « Oui. Elle en a écrit une tôt ce matin. Elle l'a emportée avec elle quand elle est sortie un moment. »« Sortie ?» demanda mademoiselle Marple.
Juste dans la ruelle, répondit Madame Wilcox d'un ton incertain. Elle a dit qu'elle voulait prendre l'air. Elle n'est partie que quelques minutes. Et quand est-elle revenue demanda mademoiselle Marple. Madame Wilcox fronça les sourcils. Je ne l'ai pas vue revenir. Mademoiselle Marple acquiesça, enregistrant soigneusement cette absence. Et la lettre, l'avez-vous vue? Non, mademoiselle. Mais vous l'avez vue avec? Oui. Mademoiselle Marple la remercia et quitta la cuisine, sentant le puzzle se mettre en place. Dehors, l'après-midi commençait à s'adoucir dans cette pause dorée avant le soir, où les vérités attendaient souvent d'être révélées parce qu'il était encore temps de ne pas les dire. Mademoiselle Marple marcha lentement vers Rose Cottage, le fil bleu pâle appuyant légèrement contre le côté de son sac à main. Elle s'arrêta une fois, à mi-chemin, et le ressortit, le tenant à la lumière. C'était de la laine, pas du coton à coudre, pas du lin. La laine s'accrochait lorsqu'elle frottait contre du bois rugueux. La laine s'accrochait lorsqu'elle était prise. Et mademoiselle Marple connaissait suffisamment bien le tricot pour reconnaître un lot de teinture lorsqu'elle en voyait un. Elle remit le fil dans son sac et continua son chemin. Lorsqu'elle arriva chez elle, le village avait en grande partie pris sa décision. L'autorité calme de l'inspecteur Caldwell, la conviction de Madame Parker et le calme poli de M. Grant s'étaient combinés pour former un ensemble cohérent et crédible. Un neveu avec un mobile, une poussée, une chute, une tragédie qui avait du sens. Mademoiselle Marple mit son tricot de côté et resta assise, immobile, car elle savait que le sens n'était pas la même chose que la vérité, et parce qu'entre une lettre postée trop tôt, un escalier trop obligeant et un fil qui n'avait pas sa place, quelqu'un avait dit un mensonge si raisonnable que le village était déjà en train de construire sa paix dessus. Mademoiselle Marple resta assise longtemps, après avoir posé son tricot, les mains posées sans force sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. À l'extérieur de Rose Cottage, le village s'était déjà attelé à la tâche silencieuse de l'organisation morale. Attribuer des responsabilités, répartir les torts, apaiser le désordre pour lui donner une forme acceptable. Cette forme avait désormais un visage. Leonard Grant. En début de soirée, ce nom se répandit à St. Ambrose-on-the-Hill avec une efficacité remarquable. Il apparut d'abord sous forme de question. « Pensez-vous que cela pourrait être ?» Puis, de manière presque imperceptible, comme une certitude. Les gens parlaient en lui avec la délicate satisfaction réservée aux découvertes qui confirment leurs instincts. Miss Marple fut témoin de cette transformation alors qu'elle se rendait au presbytère pour la petite réunion informelle que le révérend Hartley avait insisté pour organiser. « Cela rassurera les gens, avait-il dit. Le thé a cet effet. » Lorsqu'elle arriva, le salon du presbytère était déjà rempli de monde et de murmures. Les tasses tintaient, on se passait des biscuits, les visages se rapprochaient plus que d'habitude, comme si l'air lui-même pouvait écouter. Madame Kettering prit la parole la première. « Quel soulagement, dit-elle en baissant la voix, que l'inspecteur semble avoir une piste. »« Une piste, répéta Madame Ellis avec approbation. C'est terrible de ne pas savoir où chercher. Mademoiselle Marple accepta une tasse de thé et s'assit près de la fenêtre. « Chercher, dit-elle doucement, ce n'est pas toujours la même chose que voir. » Madame Ellis sourit avec indulgence. « Oh, Jane, à notre âge, on apprécie la clarté. »« Oui, répondit mademoiselle Marple, c'est vrai. » De l'autre côté de la pièce, le révérend Hartley parlait avec sérieux à Madame Parker. « Nous devons nous rappeler, dit-il, que le chagrin peut donner l'impression qu'une personne a changé. » Madame Parker pinça les lèvres. « Le chagrin n'explique pas tout. »« Non, dit doucement le vicaire, mais il explique suffisamment pour justifier la charité. » Mademoiselle Marple observa le nom de Leonard Grant passer entre eux, tacite mais indubitable. La charité, songea-t-elle, s'étendait souvent jusqu'au confort de chacun. Lorsque l'inspecteur Caldwell arriva, convoqué plus par anticipation que par nécessité, la pièce se tut, comme cela arrive souvent lorsque l'autorité fait son entrée poliment. « Il n'y a pas lieu de s'alarmer, les rassura-t-il. Nous procédons avec prudence. »« Mais vous pensez... » commença Madame Kettering. « Nous envisageons toutes les possibilités, répondit Caldwell avec douceur. Cependant, il serait imprudent de nier que certains faits pointent dans une direction précise. » Mademoiselle Marple remarqua à quel point la salle accepta facilement cette formulation. Direction spécifique avait l'avantage d'être à la fois décisif et réfutable. Et la lettre, osa Mademoiselle Webb, incapable de se retenir. L'inspecteur Caldwell inclina la tête. Oui, la lettre adressée à M. Grant. Menaçante ? Demanda Madame Parker avec empressement. Non, répondit Caldwell. Ferme.
Madame Grant avait l'intention de modifier son testament. Elle souhaitait en informer son neveu. Un murmure parcourut la pièce, non pas de surprise, mais de reconnaissance. C'était le mobile qu'ils attendaient. Il collait parfaitement. Il ne nécessitait aucune imagination au-delà de ce que les gens pensaient déjà les uns des autres. Mademoiselle Marple posa sa tasse avec précaution. A-t-elle posté la lettre avant ou après sa conversation avec lui hier? L'inspecteur Caldwell hésita. Avant, tôt ce matin. Alors, dit doucement mademoiselle Marple, cela n'a pas pu être la cause de la dispute. Caldwell fronça les sourcils. La dispute a eu lieu la veille. Oui, dit mademoiselle Marple, ce qui suggère que la lettre n'était pas une arme, mais une conclusion. Madame Kettering fit un geste de la main. Ce sont des détails, Jane. Les gens se disputent. Les lettres suivent. Les esprits s'échauffent. Vraiment? Demanda mademoiselle Marple. Personne ne répondit directement. Ce n'était pas nécessaire. L'histoire avait trouvé son équilibre. Après le départ de l'inspecteur, la conversation reprit avec une confiance renouvelée. Madame Parker parla de l'éducation de Leonard Grant, de la difficulté de sa mère. Madame Ellis se souvint d'un mot dur qu'il avait utilisé un jour à la poste. Madame Kettering fit remarquer que les hommes qui semblaient calmes cachèrent souvent une nature violente. Mademoiselle Marple écoutait, l'air bienveillant, l'esprit attentif à ce qui manquait. Personne ne parla de Madame Wilcox. Personne ne parla de la brève absence de ce matin-là. Personne ne mentionna le sac à main préparé, la lettre postée à quelqu'un qui se trouvait déjà à proximité, l'escalier ciré mais intact. Plus révélateur encore, personne ne parla de Madame Grant elle-même, hormis de son argent. Plus tard, alors que le crépuscule tombait, mademoiselle Marple rentra seule chez elle. Les lampadaires du village s'allumaient un à un, chaque halo de lumière étant rassurant par sa petite taille. Elle s'arrêta près de la maison des Grant, où une seule lampe brillait dans le couloir, plongeant l'escalier dans une douce pénombre. C'est là qu'elle remarqua Madame Wilcox, debout juste à l'intérieur de la porte, le visage pâle et tiré, les mains serrées devant elle. « Mademoiselle Marple, dit-elle surprise, je ne vous avais pas vue. »« Je passais juste par là, répondit mademoiselle Marple. Vous allez bien ?» Madame Wilcox hésita, puis secoua la tête. Ils ont posé des questions toute la journée. C'est leur devoir, dit mademoiselle Marple. Oui, acquiesça madame Wilcox, sans grande conviction. Ils disent que c'est lui, monsieur Léonard. Et vous le croyez? Demanda mademoiselle Marple. Les yeux de madame Wilcox se remplirent de larmes. Je ne sais pas quoi croire. Je ne connais que madame Grant. Parlez-moi d'elle, dit doucement mademoiselle Marple. Madame Wilcox déglutit. Elle était gentille, pas chaleureuse, jamais chaleureuse, mais gentille à sa manière. Elle aimait que les choses soient bien faites. Elle n'aimait pas les surprises. « Et ce matin ?» demanda mademoiselle Marple. La voix de madame Wilcox baissa d'un ton. Elle semblait déterminée, comme quelqu'un qui avait pris une décision. Mademoiselle Marple acquiesça. Et quand elle est revenue de l'allée, madame Wilcox se raidit. « Je ne l'ai pas vue revenir. »« Mais vous avez entendu quelque chose ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Longue pause. « J'ai entendu des voix, » murmura madame Wilcox. « Pas des voix fortes, juste proches, près de l'escalier. » Mademoiselle Marple sentit une légère oppression dans sa poitrine. « Les voix de qui ?»« Je ne saurais le dire, » répondit madame Wilcox, l'air désespéré. « L'une était la sienne, l'autre... » Elle s'interrompit. « Je l'ai dit à l'inspecteur. »« Et qu'a-t-il répondu ?»« Il a dit que la mémoire peut jouer des tours, » répondit madame Wilcox, « que le choc peut avoir cet effet. » Mademoiselle Marple posa une main sur les doigts crispés de la femme. « Le choc peut avoir de nombreux effets, mais il n'invente pas de schéma. » Madame Wilcox la regarda soudain avec intensité. « Vous pensez que je l'ai imaginé ?»« Non, » répondit doucement mademoiselle Marple. « Je pense que vous avez entendu quelque chose qui n'a pas sa place dans l'histoire. » En s'éloignant, mademoiselle Marple réfléchit à la forme que le village avait choisie. Un neveu, une lettre, un mobile, une poussée. Ce n'était pas une forme déraisonnable, c'était précisément là que résidait le danger. À Rose Cottage, elle reprit le fil bleu pâle et le posa à côté de son tricot. La correspondance était parfaite, trop parfaite pour être une coïncidence. Elle prit ses aiguilles et réintégra le point erroné dans le motif, le corrigeant avec soin. La faille disparut complètement, la surface retrouva son harmonie. Mais elle savait où elle se trouvait, et elle savait que quelqu'un d'autre le savait aussi. Quelque part à St. Ambrose-on-the-Hill, une personne comptait sur la gratitude du village envers un méchant, sur son empressement à croire à un mensonge qui permettait à tout le reste de rester tel quel.
Miss Marple sourit faiblement. Elle savait que l'équilibre était une chose fragile. Le lendemain matin, mademoiselle Marple se réveilla plus tôt que d'habitude, non pas à cause d'un bruit, mais parce qu'elle avait la nette impression d'avoir atteint le bout du chemin. Le genre de sentiment que l'on éprouve lorsqu'un sentier familier s'arrête brusquement à un passage que l'on n'avait jamais remarqué auparavant. Elle resta allongée plusieurs minutes, les mains jointes sur le couvre-lit, repassant dans son esprit la journée précédente, non pas comme une succession d'événements, mais comme une série d'omissions. Ce sont toujours les omissions qui comptent le plus. Les gens parlent volontiers de ce qui les justifie, mais deviennent étrangement silencieux lorsqu'il s'agit de ce qui les dérange. En bas, elle prépara son thé et l'apporta sur la petite table près de la fenêtre. Dehors, St. Ambrose-on-the-Hill reprenait son apparence de normalité blessée. Les rideaux s'ouvraient. Les bouteilles de lait apparaissaient. Le monde, ayant identifié son ennemi, se sentait en droit de continuer. Miss Marple posa le fil bleu pâle à côté de sa tasse. Dans la lumière claire du matin, il semblait encore plus insignifiant que la veille. 1 centimètre, peut-être moins, de laine. Le genre de chose qui pourrait s'accrocher à un ourlet sans être remarqué, ou se loger dans un bord éclaté, ou être arraché. Elle le posa soigneusement à côté de son tricot et examina à nouveau son ouvrage. La maille corrigée était désormais invisible, parfaite, acceptable, et pourtant, le fait de savoir qu'elle avait été là auparavant changeait tout pour elle. Elle ne pouvait pas le regarder sans se souvenir du bref désordre qui se trouvait en dessous. Après le petit déjeuner, elle enfila son manteau et son chapeau et marcha sans but précis vers Hawthorne Lane. La voiture de l'inspecteur Caldwell était déjà là, celle de Leonard Grant aussi. La vue des 2 voitures côte à côte, ordonnée et sobre, donna à mademoiselle Marple une soudaine lucidité. L'inspecteur aimait bien M. Grant, ou du moins, il aimait l'idée qu'il se faisait de lui, instruit, maître de lui, à l'écart des complexités tranquilles du village. À l'intérieur de la maison, l'air sentait légèrement le cirage et la pierre froide. Mademoiselle Marple s'arrêta sur le seuil, laissant ses yeux s'habituer à la pénombre. L'escalier s'élevait devant elle, inchangé et sans complexe. L'inspecteur Caldwell se retourna lorsqu'elle entra. « Mademoiselle Marple, nous étions sur le point de conclure. »« Bien sûr, dit-elle, je ne vais pas vous interrompre. » Leonard Grant se tenait près de la table du hall, la posture impeccable, le visage composé en un masque poli de fatigue. Il inclina la tête. « Je m'occupe de tout, dit-il. Il y aura des avocats, des papiers. »« Oui, répondit mademoiselle Marple. La paperasse a tendance à se multiplier. L'inspecteur Caldwell s'éclaircit la gorge. Monsieur Grant a accepté de rester dans le village pour le moment. « Quelle attention, dit mademoiselle Marple. Monsieur Grant sourit faiblement. « Cela me semble approprié. » Mademoiselle Marple tourna son regard vers la table de l'entrée. Le sac à main de madame Grant n'était plus là. À sa place se trouvait un petit vase de fleurs fraîches, soigneusement disposé. « Vous avez déplacé ses affaires, » fit remarquer mademoiselle Marple. « Oui, répondit monsieur Grant d'un ton suave. Elles étaient bouleversantes. »« Vraiment ?» demanda mademoiselle Marple. Il hésita, puis acquiesça. « Naturellement, l'inspecteur Caldwell changea de position. Mademoiselle Marple, à moins que... »« Inspecteur, dit-elle doucement, puis-je vous poser une petite question ?» Il soupira intérieurement, mais fit un geste d'assentiment. « La marque sur le poignet de madame Grant, dit mademoiselle Marple. De quel poignet s'agissait-il ? » « Le droit, répondit Caldwell sans hésiter. « Et elle était droitière ?» demanda mademoiselle Marple. « Oui. »« Alors elle aurait tenu la rampe avec sa main gauche, dit mademoiselle Marple en regardant l'escalier. Caldwell fronça les sourcils. « Peut-être. »« Probablement, corrigea doucement mademoiselle Marple. Les gens ont tendance à se fier à leur côté le plus fort pour garder leur équilibre. » M. Grant se déplaça légèrement. « Et la marque, continua mademoiselle Marple, correspondait-elle à quelqu'un qui l'aurait saisie par devant ou par derrière ? Cette fois, l'inspecteur Caldwell hésita. « Par derrière, nous pensons. » Mademoiselle Marple acquiesça. Alors, celui qui l'a fait se tenait au-dessus d'elle. « Oui, dit Caldwell impatient, c'est logique. » Ce qui signifie, dit mademoiselle Marple, qu'elle était déjà dans l'escalier. « Oui, pas en bas, poursuivit mademoiselle Marple. Elle n'entrait pas dans la maison. Elle montait. » Un silence bref, tendu et pesant s'installa. M. Grant prit la parole. « Je ne vois pas... » Madame Wilcox a dit que madame Grant était sortie brièvement, dit mademoiselle Marple. Elle est revenue. Elle aurait alors monté les escaliers, pas descendu. L'inspecteur Caldwell la regarda d'un air sévère. Madame Wilcox s'est trompée.
Vraiment ? Demanda mademoiselle Marple. Ou a-t-elle simplement été ignorée ? Caldwell se raidit. Nous ne pouvons pas baser une affaire sur des impressions. Non, acquiesça mademoiselle Marple, seulement sur des schémas. Elle se détourna alors d'eux et se dirigea lentement vers l'escalier. Elle ne le toucha pas. Elle se contenta de regarder, le bord usé de la 3e marche, la légère entaille dans la rampe où le bois apparaissait pâle sous le vernis. Et autre chose. « Inspecteur, dit-elle doucement, puis-je » Il suivit son regard. Coincé dans la fine fente entre la rampe et le mur, il y avait une seule fibre, si discrète qu'on aurait pu la prendre pour de la poussière. Bleu pâle. L'inspecteur Caldwell se pencha, son expression passant enfin de la patience à l'attention. « Qu'est-ce que c'est ?»« De la laine, » répondit Miss Marple. « Elle provient d'une manche ou d'un poignet. » M. Grant retint son souffle de manière audible. « Vous tricotez, Monsieur Grant ?» demanda mademoiselle Marple d'un ton doux. « Non, » répondit-il rapidement. « Ma tante tricotait. »« Oui, dit mademoiselle Marple, elle tricotait. » L'inspecteur Caldwell se redressa. « Mademoiselle Marple, cela ne prouve rien. »« Bien sûr que non, » répondit-elle. « Cela prouve seulement que quelqu'un portant de la laine bleu pâle se trouvait tout près de madame Grant dans l'escalier. » Le regard de M. Grant se posa involontairement sur le manteau posé sur la chaise dans le hall. Mademoiselle Marple le remarqua. « Puis-je » demanda-t-elle à nouveau. Avant que quiconque puisse s'y opposer, elle traversa le hall et souleva légèrement le manteau. Le poignet de la manche était effiloché, à peine, mais suffisamment, et bleu pâle. Le silence était cette fois plus pesant. L'inspecteur Caldwell parla avec prudence. « Monsieur Grant !» Leonard Grant se ressaisit admirablement. « Je me suis frotté contre la rampe hier, je vous l'ai dit. La maison est étroite. »« Oui, dit mademoiselle Marple. Et madame Grant vous avait déjà écrit. Elle vous avait dit qu'elle avait l'intention de modifier son testament. » Il serra les mâchoires. « Elle voulait réduire ma part. »« Ou s'expliquer, dit mademoiselle Marple. Elle aimait les explications. » L'inspecteur Caldwell ferma lentement son carnet. « Nous devrons reparler, monsieur. » Grant. Leonard Grant acquiesça. « Bien sûr. » Alors que l'inspecteur s'écartait pour prendre des dispositions, mademoiselle Marple se retourna vers l'escalier. Le méchant désigné du village commençait à craquer, non pas parce qu'il avait été accusé, mais parce que l'histoire sur laquelle il s'appuyait ne tenait plus debout. Mais même maintenant, mademoiselle Marple ressentait un léger malaise. Le fil conducteur, les voix que madame Wilcox avait entendues, la lettre envoyée inutilement, ce n'était pas encore toute là, et vérité. Et elle avait appris, au cours d'une vie passée à observer les gens, que la plus petite chose, celle que tout le monde considérait comme insignifiante, était généralement celle qui comptait le plus. L'inspecteur Caldwell quitta Hawthorne Lane avec la prudence délibérée d'un homme qui savait qu'il était passé de l'hypothèse à l'incertitude. Sa voiture disparut au détour du virage, emmenant avec elle Leonard Grant, dont le sang-froid s'était affiné mais n'avait pas encore cédé. La maison, libérée de la présence officielle, sembla respirer. Mademoiselle Marple resta sur place. Elle se tenait immobile dans le couloir, à l'écoute, non pas de bruit, de pas ou de voix, mais du silence particulier qui s'installe lorsqu'un lieu est laissé à lui-même. Elle croyait que les maisons conservèrent des impressions longtemps, après que les gens se soient convaincus du contraire. Madame Wilcox sortit de la cuisine avec hésitation, s'essuyant les mains sur son tablier. « Ils sont partis ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit mademoiselle Marple, « pour l'instant. » Madame Wilcox poussa un soupir qui semblait avoir été retenu pendant des jours. « Je n'aime pas quand ils sont là. Ça rend les murs oppressants. »« Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « Cette maison a été très imprégnée des idées des autres. » Elle jeta un regard discret autour d'elle, comme pour s'excuser auprès de la pièce de ce qui venait d'y être dit. « Si cela ne vous dérange pas, » continua mademoiselle Marple, « j'aimerais voir où madame Grant écrivait ses lettres. » Madame Wilcox acquiesça immédiatement. Dans le salon, elle utilisait toujours le petit bureau près de la fenêtre. La pièce était si bien rangée qu'elle en était austère. Chaque chose avait sa place, et tout semblait légèrement défensif. Mademoiselle Marple se dirigea vers le bureau et passa légèrement ses doigts sur son bord. « Madame Grant aimait contrôler, » dit-elle doucement. La bouche de madame Wilcox se crispa. Elle disait que c'était la seule chose qui durait. Sur le bureau se trouvait un buvard, un stylo aligné avec précision et une petite pile de correspondance attachée avec un ruban. Mademoiselle Marple ne les toucha pas. Elle examina plutôt la corbeille à papier à côté du bureau. Elle était vide. « Elle ne détruisait rien ?» demanda mademoiselle Marple. Madame Wilcox secoua la tête. Elle détestait le gaspillage. Elle disait que c'était négligé. « Oui, » murmura mademoiselle Marple.
La négligence l'offensait. Elle se dirigea vers la fenêtre. De là, on pouvait voir clairement la ruelle, l'endroit où Madame Grant s'était tenue avec sa lettre ce matin-là. Mademoiselle Marple l'imagina là, droite, posée, se rendant visible alors qu'elle faisait ce qu'il fallait. « Madame Grant a-t-elle jamais parlé de partir » demanda Mademoiselle Marple. Madame Wilcox eut l'air surprise. « Partir ? Oui. Vendre la maison. Aller ailleurs. »« Non, » répondit lentement Madame Wilcox. Elle disait que c'était chez elle. Elle avait l'intention d'aller jusqu'au bout. « Jusqu'au bout, » dit Mademoiselle Marple. Il y eut un silence, puis Madame Wilcox reprit la parole d'une voix basse. Elle avait peur. Mademoiselle Marple se retourna. « De qui » Madame Wilcox hésita. « Elle ne l'a pas dit. Elle a dit qu'elle avait été stupide. »« Stupide comment » demanda doucement Mademoiselle Marple. Elle a dit qu'elle avait fait confiance à une gentillesse mal placée. Mademoiselle Marple sentit qu'une autre pièce du puzzle venait s'assembler. « Parlez-moi des voix, dit-elle. Madame Wilcox déglutit. « J'étais dans le garde-manger. J'ai entendu Madame Grant dans l'escalier. Et quelqu'un d'autre, tout près, trop près. »« Avez-vous reconnu la voix » demanda Mademoiselle Marple. « Non, » répondit Madame Wilcox, l'air malheureux. « Mais ce n'était pas monsieur. Léonard. Je connais sa voix. Celle-ci était plus grave, plus calme. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Et après » ? ?»« Il y a eu un silence, » dit Madame Wilcox, puis le bruit de pas, s'éloignant rapidement. Pas dans les escaliers, vers l'arrière. Mademoiselle Marple leva les yeux. « La porte arrière ?»« Oui. Et Madame Grant ?» demanda Mademoiselle Marple. « Elle n'a pas crié ?» murmura Madame Wilcox. « C'est ce qui me hante. Elle n'a pas crié du tout. » Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. Une femme comme Eliza Grant n'aurait pas crié. Même terrifiée, elle se serait adaptée à ce qu'on attendait d'elle. « Merci, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Vous avez été très courageuse. » Madame Wilcox la regarda avec une intensité soudaine. « Ils ne me croiront pas. »« Ils vous croiront, » dit Mademoiselle Marple. « Finalement !» Elle recula dans le hall, l'escalier se dressait à nouveau, silencieusement accusateur à présent. Mademoiselle Marple monta quelques marches, s'arrêtant exactement là où le fil bleu pâle avait été accroché. Ici, la maison se souvenait. Elle se pencha légèrement et toucha la rampe. Le bois était lisse, mais l'entaille qu'elle avait remarquée auparavant était plus nette maintenant. Une petite rugosité, comme si quelque chose s'était accroché et avait été arraché. De la laine. Mais à qui appartenait-elle ? Mademoiselle Marple descendit et se dirigea vers la porte arrière. Elle s'ouvrait sur un chemin étroit menant au jardin et, au-delà, à la haie qui bordait la propriété de Madame Parker. « Qui utilise le plus cette porte ?» demanda Mademoiselle Marple. Madame Wilcox hésita. « Madame Parker, parfois. Elle emprunte des choses. »« Vraiment ?» dit Mademoiselle Marple d'un ton neutre. « Oui, du sucre, de la farine. Elle tient absolument à ce que personne ne voie qu'elle a besoin d'aide. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Beaucoup de gens sont comme ça. » Elle marcha lentement dans le chemin. Près de la haie, elle vit ce qu'elle s'attendait à moitié à voir et redoutait totalement, une empreinte de pas. Elle n'était plus fraîche, mais encore discernable. Plus petite que celle de Léonard Grant, plus claire. « Une chaussure de femme », murmura Mademoiselle Marple. Elle se redressa, sentant la dernière résistance de l'histoire céder. Le village avait voulu un neveu. La maison se souvenait d'un voisin. Alors qu'elle se retournait vers la maison, elle entendit des pas derrière elle. Madame Parker se tenait là, le visage rouge, le regard perçant. « Je pensais vous trouver ici, » dit Madame Parker. « Vraiment » répondit calmement Mademoiselle Marple. « Oui, vous regardez toujours là où vous ne devriez pas. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Et vous arrivez toujours juste à temps. » Le sourire de Madame Parker était fragile. « Vous vous croyez très intelligente. »« Non, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Je pense que vous aviez très peur. » Madame Parker rit, d'un rire court et aigu. Elle le méritait. « Vraiment ?» demanda Mademoiselle Marple. « Elle allait tout gâcher, » rétorqua Madame Parker. Elle savait, elle avait tout compris, et elle avait l'intention de le dire. Mademoiselle Marple la regarda fixement. « Le dire à qui » Madame Parker détourna les yeux. « À la police, au village. Elle adorait avoir raison. »« Elle adorait être correcte, » corrigea Mademoiselle Marple. « Elle adorait expliquer les choses. » Les épaules de Madame Parker s'affaissèrent. Je voulais seulement lui parler, la faire écouter. « Et quand elle n'a pas voulu ?» demanda Mademoiselle Marple. « Elle m'a regardé, » murmura Madame Parker, « comme si j'étais désordonnée. » Mademoiselle Marple comprit alors le poids de cette cruauté silencieuse de la respectabilité,
sa capacité à écraser sans élever la voix. « Elle n'est pas tombée, » dit Madame Parker. « Je ne l'ai pas poussée violemment. J'ai juste... » Mademoiselle Marple leva la main. « Vous n'avez pas besoin de me le dire. » Des pas retentirent à l'avant de la maison. L'inspecteur Caldwell revenait plus tôt que prévu, appelé par instinct ou par hasard. Madame Parker ferma les yeux. Mademoiselle Marple se tourna vers le bruit, le visage à nouveau impassible. La maison s'en souvenait. Et, maintenant, le village aussi. Mademoiselle Marple ne bougea pas lorsque l'inspecteur Caldwell réapparut devant la maison. Elle se contenta de tourner légèrement la tête, comme on le fait lorsque quelque chose d'inévitable a enfin décidé d'arriver. Madame Parker resta immobile. Sa vivacité initiale s'était effondrée pour laisser place à quelque chose de plus petit, de plus effrayé et de nettement plus humain. Pendant un instant, elle ressemblait moins à une coupable qu'à une femme qui avait franchi la limite de ce qu'elle pouvait supporter et n'avait rien trouvé de l'autre côté. L'inspecteur Caldwell apparut, l'air alerte, ses instincts enfin en éveil. Il embrassa rapidement la scène du regard. Mademoiselle Marple près du chemin du jardin, Madame Parker figée à côté de la haie, la porte arrière ouverte comme une accusation. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Mademoiselle Marple prit la parole la première. « Inspecteur, je pense que vous devriez demander à Madame Parker où elle se trouvait entre 9h et 9h30 ce matin. » Madame Parker eut un hoquet de respiration. « Je vous l'ai déjà dit, j'étais chez moi. » L'inspecteur Caldwell la regarda d'un air sévère. « Vraiment ? » ?»« Oui, » répondit-elle rapidement. « Je veux dire, la plupart du temps. » Mademoiselle Marple s'écarta légèrement, révélant l'empreinte près de la haie. « Les chaussures laissent des traces, » dit-elle doucement, « même quand les gens n'en ont pas l'intention. » Caldwell s'accroupit, examina la marque, puis se redressa. « Ce n'est pas celle de Monsieur Grant. »« Non, » dit Mademoiselle Marple, « c'est la vôtre. » Madame Parker serra les poings. « Cela ne prouve rien. »« Non, » acquiesça Mademoiselle Marple, « mais cela soulève les bonnes questions. » L'inspecteur Caldwell fit signe vers la maison. « À l'intérieur, vous deux. » Ils se rendirent dans le salon, où l'ordre régnait désormais de manière oppressante. Madame Parker s'assit sur le bord d'une chaise, le dos raide, le regard fuyant. « Vous voulez une histoire, » dit-elle soudainement. « C'est ce que tout le monde veut. »« Seulement la vérité, » répondit Caldwell. Madame Parker rit amèrement. « La vérité n'est jamais ce que les gens veulent. Ils veulent quelque chose qui leur convient. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « C'est souvent le cas ?» Madame Parker se tourna vers elle. « Vous avez toujours observé. Vous prétendez être inoffensive. » Mademoiselle Marple soutint son regard. « L'innocence est souvent un déguisement. » Les épaules de Madame Parker s'affaissèrent. Elle allait me dénoncer. « Dénoncer quoi » demanda Caldwell. Madame Parker hésita, puis parla précipitamment. « J'ai pris de l'argent, de petites sommes, dans les caisses de la paroisse. Personne ne l'avait remarqué. Et puis elle l'a remarqué. Elle remarquait toujours tout. Elle a dit qu'elle expliquerait les choses correctement. » Miss Marple ressentit un frisson de reconnaissance. Encore une explication. L'arme des « justes ». « Elle m'a demandé d'entrer, » continua Madame Parker. « Elle a dit que nous allions parler, dans les escaliers, comme par hasard. Elle aimait mettre les gens mal à l'aise. Et ensuite, insista Caldwell, je lui ai dit qu'elle allait me ruiner, murmura Madame Parker. Elle a répondu que les conséquences étaient nécessaires. Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. Eliza Grant croyait aux conséquences, comme d'autres croyaient à la miséricorde. La voix de Madame Parker se brisa. Je lui ai seulement attrapé le bras. Je ne voulais pas... Elle n'a pas crié, dit doucement Mademoiselle Marple. Elle n'aurait pas crié. Madame Parker se couvrit le visage. L'inspecteur Caldwell expira lentement. Vous l'avez poussée ? Non, dit Madame Parker. Je l'ai surprise. Elle s'est écartée. Elle a perdu l'équilibre. Miss Marple voyait bien que cette distinction était très importante pour elle. L'intention était son dernier refuge. Un silence épais et indéniable s'installa. Finalement, Caldwell se redressa. « Madame Parker, vous êtes en état d'arrestation. » Elle acquiesça comme si elle avait attendu ces mots. Tandis que l'inspecteur l'emmenait, Mademoiselle Marple resta assise, les mains jointes, le regard lointain. Le deuxième choc se propagea rapidement. La nouvelle se répandit, non pas celle de la culpabilité de Leonard Grant, mais celle des aveux de Madame Parker. Le village fut sous le choc. Le soir venu, St. Ambrose-on-the-Hill s'était déjà remis en place. Les gens parlaient à voix basse de trahison, de surprise, du fait qu'on ne connaissait jamais vraiment personne. Le nom de Madame Parker remplaça celui de Leonard Grant avec une facilité déconcertante, comme s'il avait toujours été là. Mademoiselle Marple n'éprouvait aucune satisfaction.
car même si l'histoire se réorganisait, quelque chose la troublait encore. La lettre, l'envoi matinal, la distance inutile. Plus tard, alors que le crépuscule s'intensifiait, elle se rendit une nouvelle fois dans la ruelle. La boîte aux lettres était silencieuse et rouge. Madame Grant avait posté cette lettre en sachant qu'elle ne vivrait peut-être pas assez longtemps pour en voir les effets. Ce n'était pas de la peur, c'était de la préparation. Mademoiselle Marple sentit à nouveau le clic silencieux, un autre élément, plus net cette fois. Madame Parker n'était pas le début, elle était l'interruption. Quelque part, sous le soulagement du village d'avoir trouvé son coupable, se cachait une vérité plus profonde, une vérité qui avait obligé Madame Grant à écrire une lettre à laquelle elle ne verrait peut-être jamais de réponse. Mademoiselle Marple retourna vers Rose Cottage, le poids de cette vérité s'installant en elle. Le deuxième choc avait fait son œuvre. Le vrai travail pouvait maintenant commencer. Mademoiselle Marple retourna à Rose Cottage dans la lumière déclinante, d'un pas tranquille, mais l'esprit tout sauf tranquille. Elle savait que le village dormirait mieux cette nuit. Un coupable avait été désigné. Des aveux avaient été faits. Le trouble avait été maîtrisé. Et pourtant, le trouble persistait. Elle ne s'assit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se déplaça dans la pièce, accomplissant de petits gestes habituels. Elle mit la bouilloire en route, redressa une chaise, plia un cardigan qu'elle n'avait pas porté. Ce n'étaient pas des distractions, c'étaient des préparatifs. L'esprit, comme une pièce, avait besoin d'ordre avant de pouvoir révéler ce qui n'y avait pas sa place. Ce n'est qu'une fois le thé versé qu'elle s'assit, plaçant la lettre de Madame Grant, désormais officiellement en possession de la police, mais déjà parfaitement mémorisée, entre ses mains, dans sa seule mémoire. Ce n'était pas le contenu qui la troublait. L'inspecteur Caldwell l'avait lu à haute voix plus tôt dans la soirée, d'une voix prudente, légèrement soulagée. « Cher Léonard, j'ai décidé d'apporter certains changements. Ils sont nécessaires, et je suis sûr que tu comprendras pourquoi, avec le temps. Je préfère que les choses soient tout réglées correctement, fermes, mesurées, tout à fait dans son caractère. » Ce qui troublait Mademoiselle Marple, ce n'était pas le contenu de la lettre, mais la raison pour laquelle elle avait été envoyée. Leonard Grant était dans le village. Madame Grant lui avait parlé la veille. Elle aurait pu lui dire en face, dans son salon, avec tous les avantages du contrôle et de la bienséance. Au lieu de cela, elle lui avait écrit. Elle avait créé une distance là où il n'y en avait pas besoin. Mademoiselle Marple but une gorgée de thé et pensa à d'autres femmes qu'elle avait connues. Des femmes qui percevaient le danger non pas comme un drame, mais comme un resserrement progressif de l'air. Des femmes qui se préparaient tranquillement, qui mettaient de l'ordre dans leurs affaires, non pas parce qu'elles s'attendaient à la mort, mais parce qu'elles reconnaissaient un point de non-retour. Madame Grant n'avait pas craint Madame Parker. Elle avait anticipé la révélation. Les voix que Madame Wilcox avait entendues dans l'escalier revinrent à l'esprit de Mademoiselle Marple. L'une aiguë et précise, l'autre plus grave, calme. La voix de Madame Parker n'était pas calme, ni celle de Leonard Grant. Mademoiselle Marple ferma les yeux et repassa dans sa tête le déroulement probable de la matinée. Madame Grant se lève tôt. Elle écrit la lettre. Elle la poste délibérément, publiquement. Elle rentre chez elle, sachant que ce qu'elle a mis en branle ne peut être annulé. Elle est résolue. Quelqu'un d'autre est au courant. Quelqu'un d'autre vient lui parler. Quelqu'un qui comprend les conséquences aussi bien qu'elle, mais qui a plus à perdre, pas d'argent, sa réputation. Mademoiselle Marple ouvrit les yeux. Il y avait des crimes nés de la panique et des crimes nés de la conviction. Celui de Madame Parker était né de la panique, maladroit, émotionnel, immédiat. Cela expliquait la poussée, la porte arrière, la fuite. Mais cela n'expliquait pas la lettre. Elle n'expliquait pas non plus la conversation qui avait dû précéder tout le reste, celle à laquelle Madame Grant s'était préparée. Mademoiselle Marple posa sa tasse et prit son tricot. Ses doigts bougeaient automatiquement, comptant les mailles, cherchant la résistance. C'était encore là, l'impression d'un schéma trop parfait. À 8h30 le lendemain matin, l'inspecteur Caldwell arriva à Rose Cottage. Il avait l'air fatigué mais satisfait, l'air d'un homme qui pensait avoir fait son devoir et qui allait bientôt quitter ce village. « Mademoiselle Marple, dit-il en acceptant la chaise qu'on lui offrait, je pensais devoir vous informer. Madame Parker a répété ses aveux, de manière cohérente. »« J'en suis sûr, dit Mademoiselle Marple. Et Leonard Grant partira pour Londres cet après-midi, poursuivit Caldwell. Il a été innocenté. »« Oui, dit Mademoiselle Marple. Innocenté. » Caldwell hésita. « Vous ne semblez pas convaincu. »« J'ai
L'air, répondit gentiment mademoiselle Marple, de quelqu'un qui a vu des villages innocenter la mauvaise personne à de nombreuses reprises. Il soupira. Nous avons des aveux. Oui, dit mademoiselle Marple, et un crime qui a nécessité plus d'une pression. Caldwell fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Mademoiselle Marple le regarda fixement. Inspecteur, puis-je vous poser une question très franchement? Il acquiesça. Madame Grant a-t-elle jamais accusé Madame Parker directement? Demanda mademoiselle Marple. Caldwell cligna des yeux. Non, elle avait l'intention de le faire. A-t-elle jamais accusé Leonard Grant? Demanda mademoiselle Marple. Non. Et pourtant, continua mademoiselle Marple, elle lui a écrit, de manière formelle, comme si elle s'attendait à ce que la lettre parle d'elle-même. Caldwell fronça davantage les sourcils. Que suggérez-vous? Que madame Grant pensait qu'elle ne serait peut-être plus en vie pour s'expliquer, dit calmement mademoiselle Marple, et que la lettre n'était pas une menace, mais une protection. Une protection contre quoi? Contre le fait d'être réduite au silence, répondit mademoiselle Marple. Caldwell se pencha en arrière. Vous pensez que quelqu'un d'autre l'a confrontée? Je pense, dit mademoiselle Marple, que quelqu'un d'autre lui a parlé avant madame Parker. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ruelle était calme, d'un calme trompeur. Il y a des gens, poursuivit-elle, qui comprennent très bien les villages, qui savent que la respectabilité est un bouclier, que si un scandale est révélé au grand jour, il ruine tout le monde, mais s'il est détourné, il ne détruit qu'une seule personne. Caldwell suivit son regard. Vous parlez de Leonard Grant. Oui, dit mademoiselle Marple, mais pas en tant que meurtrier. Caldwell la fixa du regard. Alors en tant que quoi? En tant que raison pour laquelle madame Grant s'est sentie obligée d'agir comme elle l'a fait, dit mademoiselle Marple. La raison pour laquelle elle a choisi l'explication plutôt que le silence. Caldwell secoua la tête. Ce ne sont que des spéculations. Tout ce qui est important commence par une spéculation, répondit mademoiselle Marple. Elle se tourna vers lui. Madame Parker a avoué avoir poussé madame Grant, c'est établi. Mais madame Grant était déjà au bord du précipice lorsque madame Parker est arrivée. Elle avait déjà décidé que la vérité devait être documentée et non révélée. Caldwell resta silencieux. Mademoiselle Marple baissa la voix. « Inspecteur, madame Parker a interrompu quelque chose. Elle ne l'a pas créé. Et que pensez-vous qu'elle ait interrompu ?» demanda-t-il lentement. Mademoiselle Marple le regarda dans les yeux. « Un mensonge parfaitement acceptable, répondit-elle, que madame Grant n'était plus disposée à accepter. Dehors, le village continuait à vivre, inconscient que son équilibre, si soigneusement rétabli, reposait sur une vérité qu'il n'avait pas encore entendue. L'inspecteur, Caldwell resta silencieux pendant un moment. Il était assis, son chapeau sur les genoux, le tournant lentement entre ses mains, comme si les réponses se trouvaient dans la courbe du bord. Dehors, une charrette cahotait sur la route, et un enfant riait, la vie insistant sur sa propre innocence. « Au risque de paraître stupide, dit-il enfin, quel mensonge !» Mademoiselle Marple retourna s'asseoir et croisa les mains. « Le genre qui permet au village de vivre tranquillement, répondit-elle. Le genre qui permet aux gens de se sourire à l'église et de faire semblant de ne pas voir ce qu'ils voient. » Caldwell pinça les lèvres. « Ce n'est toujours pas une preuve. »« Non, dit doucement mademoiselle Marple. Mais cela nous indique où la preuve préfère se cacher. » Il la regarda avec un mélange d'irritation et de respect réticent. « Vous me demandez de tout rouvrir sur la base d'une intuition. »« Je vous demande, corrigea doucement mademoiselle Marple, de remarquer ce que madame Grant a fait lorsqu'elle a cru qu'on allait l'arrêter. » Caldwell plissa les yeux. « La lettre. »« La lettre, acquiesça Miss Marple. Un document, une piste, une petite chose convenable qui survivrait à sa voix. » Il se déplaça. « Alors, que voulez-vous que je fasse ?» Miss Marple resta impassible. « Parfois, inspecteur, le moyen le plus rapide de découvrir si quelqu'un cache la vérité est de lui proposer une fausse piste. » Il la fixa du regard. « Vous voulez dire un piège ?»« Un test, dit mademoiselle Marple. Un test très subtil. » Les épaules de Caldwell se soulevèrent et s'abaissèrent dans un souffle contrôlé. « Et qui testons-nous ?»« Monsieur Leonard Grant, répondit mademoiselle Marple. « Mais vous avez dit... »« J'ai dit qu'il n'était pas nécessairement le meurtrier, répondit mademoiselle Marple. Il est peut-être simplement la personne qui a le plus besoin de discréditer madame Grant. » Caldwell se pencha en avant. La discréditer comment? La voix de mademoiselle Marple s'abaissa, non par souci de confidentialité, mais par délicatesse. En la faisant passer pour instable, vindicative, confuse, le genre de femme qui imagine des affronts et invente des scandales. Caldwell fronça les sourcils.
Avez-vous une raison de penser qu'elle l'accusait de quelque chose qui allait au-delà du testament ? Oui, répondit calmement mademoiselle Marple, parce qu'elle lui a écrit comme si elle s'attendait à ce qu'il ne la croie pas si elle lui en parlait en personne. Caldwell se leva brusquement. « Très bien. Quel est votre test ?» Mademoiselle Marple leva les yeux vers lui. « Dites-lui, de manière tout à fait désinvolte, que madame Grant avait préparé une deuxième lettre. » Caldwell cligna des yeux. « Mais ce n'est pas le cas. Pas à notre connaissance, dit mademoiselle Marple. C'est pourquoi cela fonctionne. » Il serra les mâchoires. « Et que dois-je dire que contenait cette lettre imaginaire ?» Mademoiselle Marple leva un doigt, comme si elle comptait des points de couture. « Dites qu'elle était adressée au vicaire, ou à l'avocat. Dites qu'elle devait être ouverte si quelque chose lui arrivait. » Les yeux de Caldwell s'aiguisèrent. « Et ensuite, nous l'observons. »« Oui, dit mademoiselle Marple. Pas pour voir s'il se met en colère. Pas pour voir s'il pleure. Ce serait théâtral. Nous observons pour voir le calcul rapide et involontaire, où son esprit va en premier. » L'inspecteur Caldwell hésita un instant, puis acquiesça d'un signe de tête, décidé. « Je vais le faire. » Il partit avec la vivacité d'un homme qui n'aimait pas être guidé par une dame âgée, mais qui détestait encore plus le soupçon qu'il avait peut-être manqué quelque chose. Mademoiselle Marple le regarda partir, puis retourna à sa fenêtre. De l'autre côté de la ruelle, la maison de madame Parker se dressait, ses volets à demi fermés, adoptant déjà la posture d'une tragédie familiale. Le village allait l'encercler pendant des semaines, avec autant de pitié que de dégoût. Il qualifierait madame Parker de « malheureuse », comme si le malheur était arrivé avec un couteau. Mademoiselle Marple n'éprouvait aucune sympathie pour le crime de madame Parker, mais elle ressentait, très faiblement, de la sympathie pour le désir du village de s'arrêter là, car il était tellement plus facile de croire que cette horreur venait d'une seule femme mauvaise, plutôt que de la complicité silencieuse de tous les autres. Elle passa l'heure suivante à faire ce qu'elle faisait toujours lorsqu'elle attendait. Elle tricota. La laine bleu pâle glissait entre ses doigts. Le motif corrigé grandissait régulièrement, redevenant parfaitement acceptable. Mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point le mauvais point aurait pu passer inaperçu si elle n'avait pas été formée par des années d'observation des gens à repérer ce qui ne collait pas tout à fait. Il était presque midi lorsque madame Bantry arriva, pleine d'une agitation impatiente. « Jane, dit-elle en entrant dans la pièce presque en sautillant, l'inspecteur Caldwell est avec Leonard Grant à l'auberge. Ils discutent depuis des heures. Il se passe quelque chose. » Mademoiselle Marple posa ses aiguilles. « Ah bon ?» Madame Bantry se pencha vers elle. « Et vous savez quoi d'autre ? Le révérend Hartley est terriblement bouleversé. Il dit qu'on lui a posé des questions sur des lettres et des affaires privées. On aurait dit que quelqu'un avait renversé de l'encre sur son âme. » Le regard de mademoiselle Marple s'aiguisa. « A-t-il dit pourquoi ?»« Non, bien sûr que non, répondit madame Bantry, tout excitée. Les vicaires ne disent jamais pourquoi. Ils ont juste l'air blessés et espèrent que vous devinerez le reste. » Mademoiselle Marple se leva. « Alors je pense que nous devons aller au presbytère. » Madame Bantry cligna des yeux. « Maintenant ?»« Oui, dit mademoiselle Marple, tant que sa conscience est encore chaude. » Elles trouvèrent le révérend Hartley dans son bureau, debout près de la cheminée, un journal à la main qu'il ne semblait pas lire. Il leva les yeux lorsqu'elles entrèrent, l'air méfiant, puis son expression s'adoucit lorsqu'il vit mademoiselle Marple, un soulagement rapidement réprimé, comme s'il se souvenait que ce soulagement pouvait être révélateur. « Mademoiselle Marple, dit-il, madame Bantry, que me valent ces visites ?»« Excusez-moi, l'interrompit gentiment mademoiselle Marple, mais j'ai cru comprendre que l'inspecteur Caldwell vous avait interrogé au sujet de madame Grant. » Le vicaire pinça les lèvres. « Oui. »« Et au sujet des lettres, » ajouta mademoiselle Marple. Il hésita. « Oui. » Mademoiselle Marple s'assit sans attendre qu'on lui offre une chaise. « Vous avez donc été mis mal à l'aise. » Les joues du révérend Hartley rougirent. « Je ne suis pas sûr que ce soit le mot juste. »« C'est un mot très utile, dit mademoiselle Marple. Il décrit le moment où la bienséance et la vérité ne concordent pas. » Le vicaire déglutit. Madame Grant était une paroissienne difficile, très droite, très sûre de ce qui était convenable. « Oui, dit mademoiselle Marple. Et que considérait-elle comme convenable récemment ?» Son regard se posa brièvement sur le tiroir de son bureau, puis s'en détourna. Mademoiselle Marple le remarqua, et un petit frisson la parcourut. Non pas de triomphe, mais de reconnaissance. « Elle est venue me voir, dit enfin le révérend Hartley d'une voix basse. Il y a 2 jours, elle a dit qu'elle voulait régler quelque chose.
À propos de son testament, s'écria madame Bantry. Le vicaire tressaillit. Pas seulement ça. La voix de mademoiselle Marple était douce. À propos de la vie de quelqu'un d'autre peut-être. Le révérend Hartley ferma brièvement les yeux, comme si l'air était devenu trop lourd. Elle croyait, dit-il, qu'un homme de ce village vivait sous une fausse identité. Mademoiselle Marple sentit le motif se transformer en quelque chose d'assez tranchant pour couper. « Un mensonge tout à fait acceptable, » murmura-t-elle. Le vicaire la regarda avec une soudaine crainte, comme si elle avait prononcé le nom de quelque chose qu'il avait essayé de ne pas voir. « Oui, » murmura-t-il, « exactement cela. » Le révérend Hartley resta debout, les mains jointes devant lui, comme s'il tenait quelque chose qui avait déjà commencé à se briser. La pièce semblait plus petite à présent, non pas à cause de l'étroitesse, mais à cause de la pression de la vérité qui poussait vers l'extérieur, cherchant un moyen de s'échapper. L'inspecteur Caldwell arriva quelques minutes plus tard, convoqué discrètement par mademoiselle Marple, et écouta sans interruption le vicaire qui reprit la parole, cette fois d'une voix plus ferme, comme si le fait de se rendre lui avait apporté un étrange soulagement. « Madame Grant est venue me voir, dit Hartley, parce qu'elle pensait que la confession devait précéder la révélation. Elle pensait que c'était plus charitable. Elle avait tort. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « La charité dépend souvent du moment choisi. » Le vicaire déglutit. Elle m'a dit qu'elle avait découvert que Leonard Grant n'était pas du tout son neveu. Les mots tombèrent doucement, mais ils eurent un effet définitif qui transforma la pièce. Caldwell se raidit. « Comment ça, pas son neveu ?» « Elle l'avait recueilli il y a des années, » poursuivit Hartley, « après la mort de sa mère. Elle racontait à tout le monde la même histoire, qu'il était le fils de sa sœur, malheureux, ayant besoin d'être guidé. Et elle l'avait élevé en conséquence. Elle avait payé ses études. Elle l'avait présenté comme un membre de la famille. Et il l'a accepté, dit doucement mademoiselle Marple. « Oui, » répondit le vicaire, « parce que cela leur convenait à tous les deux. » Caldwell fronça les sourcils. « Alors qui était-il ?»« Un homme avec un passé, » dit Hartley. « Un passé qui n'aurait pas survécu à la lumière du jour ici. Madame Grant l'a découvert récemment, grâce à d'anciens registres paroissiaux et à des lettres qu'elle avait autrefois ignorées. » Miss Marple ne ressentit aucun triomphe, seulement la triste inévitabilité de la situation. Et elle avait l'intention d'expliquer les choses correctement. « Oui, » dit Hartley. « Elle m'a dit qu'elle allait d'abord modifier son testament, le supprimer complètement. Ensuite, elle parlerait. Elle pensait qu'une fois que le mensonge aurait perdu son soutien financier, il s'effondrerait plus proprement. » Caldwell expira lentement. « Et Léonard était au courant ?»« Il s'en doutait, » dit mademoiselle Marple. « C'est pourquoi il s'est disputé avec elle. C'est pourquoi elle a s'écrit la lettre, pour s'assurer que le changement serait enregistré, même si on lui retirait la parole. » Hartley acquiesça. Elle craignait qu'il ne la discrédite avant qu'elle n'ait pu agir, qu'il la fasse passer pour confuse, vindicative. L'expression de Caldwell s'assombrit. Léonard l'a donc confrontée. « Oui, » dit Miss Marple, calmement, rationnellement, dans l'escalier, où les accidents sont toujours crédibles. « Et Madame Parker ?» demanda Caldwell. « Elle est arrivée plus tard, » répondit Miss Marple, poussée par la panique. Elle a interrompu une confrontation déjà lourde de conséquences. Hartley se couvrit le visage d'une main. Léonard ne l'a pas poussé. « Non, » dit Miss Marple, « il n'en avait pas besoin. » Caldwell le fixa du regard. « Vous dites qu'il a laissé faire. »« Je dis, » corrigea gentiment Miss Marple, « que lorsque Madame Grant a perdu l'équilibre, Léonard ne l'a pas rattrapé. » Un silence s'installa, dense, dévastateur. Hartley baissa la main. Elle lui a fait confiance jusqu'au bout. « Oui, » dit mademoiselle Marple, « ce fut sa dernière erreur. » Caldwell se redressa lentement, les pièces du puzzle s'assemblant avec une effroyable clarté. La laine bleue pâle. « La manche de Léonard a effleuré la rampe, » dit mademoiselle Marple, « assez près pour qu'on s'en souvienne, assez près pour qu'on lui en impute la responsabilité si nécessaire. » « Et la poussée de Madame Parker, » murmura Caldwell. « Elle lui a offert la chose la plus miséricordieuse qui soit, » répondit mademoiselle Marple. « Un méchant plus simple. » La voix de Hartley se brisa. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Caldwell répondit d'un ton calme mais différent. « Maintenant, nous allons confronter M. Grant à une vérité qu'il n'a jamais appris à survivre. » Ils trouvèrent Leonard Grant à l'auberge, assis bien droit près de la fenêtre, un verre de brandy intact devant lui. Il se leva lorsqu'ils entrèrent, le sourire aux lèvres. « Inspecteur, dit-il, êtes-vous venu vous excuser ?» Mademoiselle Marple l'observa attentivement.
Non pas son visage, mais la position de ses épaules, l'angle de ses mains. Il était prêt à être accusé. Il n'était pas prêt à être reconnu. « Monsieur Grant, dit Caldwell, nous avons parlé avec le révérend Hartley. » Le sourire de Léonard vacilla. « Je vois. » Mademoiselle Marple s'avança. « Vous n'avez jamais été le neveu de Madame Grant, dit-elle calmement. » Le calcul fut instantané, vif, précis, involontaire. Puis le masque revint. « Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, dit Léonard d'un ton neutre, mais... » « Elle ne lui a rien dit, l'interrompit mademoiselle Marple. Elle avait l'intention de tout dire à tout le monde. » Silence. « Elle a découvert qui vous étiez, poursuivit mademoiselle Marple. Et ce que vous aviez été, elle pensait que le village méritait de savoir. » Léonard rit doucement. « Le village ne mérite rien. »« Peut-être pas, dit mademoiselle Marple. » Mais madame Grant croyait en l'explication. La voix de Caldwell se durcit. « Vous l'avez confrontée dans les escaliers. » Léonard détourna les yeux, une seule fois. « J'ai essayé de la raisonner, dit-il. Elle était têtue. »« Et quand elle a perdu l'équilibre ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Léonard serra les lèvres. « Je ne l'ai pas touchée. »« Non, dit Miss Marple, vous avez simplement choisi de ne pas la sauver. » Pendant un instant, une émotion sincère passa sur son visage, non pas de la peur, mais du ressentiment. « Elle aurait tout détruit, dit-il. Toutes ces années, réduites à néant. »« Oui, répondit Miss Marple, par la vérité. » Caldwell s'avança. « Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Grant. Non pas pour l'avoir poussé, mais pour l'avoir laissé mourir. » Léonard ferma brièvement les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, son calme avait disparu. Le mensonge le plus acceptable du village avait finalement atteint sa fin. St. Ambrose-on-the-Hill se réveilla le lendemain matin avec la sensation étrange d'avoir survécu à quelque chose qu'il préférait ne pas se rappeler. Les cloches Tomaï sonnèrent, comme elles l'avaient toujours fait. Le courrier arriva à l'heure. Les portes s'ouvrirent et les gens entamèrent leur journée avec des expressions soigneusement ajustées pour suggérer la continuité. Après tout, l'équilibre était une compétence villageoise. Mademoiselle Marple, observait la scène depuis son fauteuil habituel près de la fenêtre, son tricot reposant inutilisé sur ses genoux. Elle ne s'y attela pas aujourd'hui. Il y avait des moments où même les habitudes utiles devaient être mises de côté, de peur qu'elles ne deviennent une autre forme de dissimulation. L'inspecteur Caldwell arriva peu après 10 heures. Il semblait plus âgé qu'une semaine auparavant, non pas à cause de la fatigue, mais parce qu'il savait. « C'est fait, » dit-il calmement en acceptant le thé qui lui était offert. Léonard Grant a avoué une fois que l'accusation lui a été clairement présentée, sans drame, avec irritation. « Oui, dit mademoiselle Marple, c'est dans sa nature. » Il a insisté, poursuivit Caldwell, sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de la tuer. « Comme la plupart des gens, répondit mademoiselle Marple, ils veulent simplement assurer leur propre survie. » Caldwell acquiesça. « Madame Parker sera inculpée séparément. Homicide. Involontaire. Panique. »« Et le village sera satisfait, dit doucement mademoiselle Marple. »« Oui, admit-il. 2 coupables, 2 explications. » Mademoiselle Marple croisa son regard. « Et madame Grant ?» Caldwell hésita. « On se souviendra d'elle comme d'une personne difficile. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Bien sûr. » Après son départ, elle resta assise longtemps, pensant non pas à la culpabilité ou à l'innocence, mais aux conséquences. Eliza Grant croyait aux conséquences avec une clarté que peu de gens possédaient. Elle avait vécu correctement, elle avait écrit correctement, et lorsqu'elle découvrit que sa gentillesse avait été utilisée pour dissimuler un mensonge, elle choisit la révélation plutôt que la paix. Cela lui coûta tout. Le village s'adapta rapidement. La maison de madame Parker devint un endroit devant lequel les gens passaient en baissant la voix et en adoucissant leur expression. Le nom de Léonard Grant n'était prononcé que brièvement, avec le soulagement qu'il n'ait jamais vraiment appartenu à la communauté. Son absence fut absorbée dans la routine avec une rapidité remarquable. Mais quelque chose d'autre persistait. Au presbytère, le révérend Hartley prêcha le dimanche suivant sur la vérité et la gestion, d'une voix ferme mais modérée. Dans les bancs, les gens hochèrent la tête pensivement, chacun imaginant que le sermon s'adressait à quelqu'un d'autre. Mademoiselle Marple écoutait, comme elle le faisait toujours, ce qui n'était pas dit. Après le service, elle traversa lentement le cimetière. La pierre tombale d'Eliza Grant avait été placée avec une efficacité rapide, propre, sobre, respectable. Il y avait déjà des fleurs, choisies avec soin. Elle aurait aimé ça,
murmura Madame Bantry à côté d'elle. Propre, convenable. Oui, acquiesça Mademoiselle Marple, même si je pense qu'elle aurait préféré quelque chose d'un peu moins définitif. Madame Bantry lui jeta un coup d'œil. Pensez-vous vraiment que cela en valait la peine? Tous ces problèmes, toute cette douleur. Mademoiselle Marple réfléchit à la question. Je pense, dit-elle enfin, que certaines personnes ne supportent pas de vivre dans le mensonge, une fois qu'elles l'ont clairement perçu, même si ce mensonge est confortable, même si tout le monde préfère cela. Madame Bantry frissonna légèrement. Je ne pense pas que je pourrais faire ça. Non, dit doucement Mademoiselle Marple. La plupart des gens ne le peuvent pas. C'est pourquoi ces mensonges durent si longtemps. Cet après-midi-là, Mademoiselle Marple retourna à Rose Cottage et reprit son tricot. La laine bleu pâle glissait régulièrement entre ses doigts, le motif se dessinant avec une certitude tranquille. Il n'y avait plus d'erreur désormais. Ou peut-être y en avait-il, mais elle ne ressentait plus le besoin de les chercher. Elle ne s'arrêta qu'une seule fois, tenant son ouvrage à la lumière. Il était agréable, ordonné, tout à fait acceptable. Et, elle savait, avec le calme que lui donnait sa longue expérience, que sous chaque surface acceptable se cachait la possibilité d'un seul fil croisé, d'une petite décision, d'un silence poli qui pouvait tout changer. Le village continuerait à vivre, comme toujours. Le thé serait servi, les secrets seraient gardés. Et quelque part, quelqu'un confondrait une fois de plus gentillesse et sécurité. Mademoiselle Marple reprit son tricot. Dehors, St. Ambrose-on-the-Hill retrouvait son calme, restauré mais pas intact, portant en son sein, entre ses haies et ses salons, la certitude silencieuse que la vérité, une fois invitée à entrer, ne repartait que rarement sans emporter avec elle quelque chose de précieux.